Bonjour à toutes. Donc, nous sommes dans les locaux de Caravane qui nous aident à organiser cette visioconférence. Donc, petit à petit, d'autres vont nous rejoindre. Alors, je vais demander à chaque partie que nous retrouvons aujourd'hui, 24 avril. Comme chaque 24 avril, depuis la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu le 24 avril 2013. Comme vous le savez, un immeuble qui accueillait des ateliers de confection s'est écroulé. Et depuis cette date, la Marche mondiale des femmes, qui est représentée dans les continents, essaie d'organiser 24 heures d'action féministe solidaire. Donc normalement, quand nous ne sommes pas bloqués par les exigences gouvernementales, nous nous réunissons partout dans chacun de nos pays, entre midi et 13 heures à peu près, pour faire une action solidaire. Souvent, nous sommes dans la rue, à Toulouse, nous distribuons des tracts, où nous mettons dans les vêtements des petits papiers qui racontent comment ces vêtements à bas prix sont produits, comment ces vêtements à bas prix sont vendus ici et pourquoi les gens les achètent. Donc aujourd'hui, nous sommes en visioconférence et nous avons prévu donc cette conférence avec 3 intervenants. Nous aurons une syndicaliste, CGT Commerce de Toulouse. Nous aurons Marie-Thérèse Martinelli de la Marche mondiale France et Occitanie. Et nous accueillons tout de suite, parce que malheureusement, elle vient d'apprendre le décès d'un proche, Zora Zadig, qui est intervenante marocaine, qui va se présenter et à qui d'emblée on va donner les 7 minutes d'intervention. Merci Zora Zadig d'accepter d'être avec nous malgré cette situation personnelle. La parole est à vous. Merci beaucoup Corinne, et je tiens à m'excuser justement par rapport à cet incident. Donc, et je tiens à préciser que juste après mon intervention, j'essaierai de rester en contact pour suivre bien sûr les interventions et le débat. En tout cas, tout d'abord, je tiens à remercier les organisatrices de la Marche mondiale et aussi mes amis du collectif interculturel, mes amis de Toulouse, Narbonne, qui se sont toujours mobilisés avec nous au niveau du Maroc pour faire valoir les droits des femmes. En plus, je tiens à préciser aussi que nous sommes aussi membres de la Marche mondiale et participer à différentes activités, que ce soit au Maroc, mais aussi au niveau surtout de la France. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir associé à ce débat qui me paraît fort intéressant et qui nous permettra justement de coordonner nos efforts et d'essayer de mettre la lumière sur les abus dont souffrent les ouvrières et les ouvriers dans le monde entier, parce que effectivement, ces abus ne concernent pas seulement ils n'ont pas juste un rapport avec les pays sous-développés où les lois généralement, si elles existent, ne sont pas respectées, mais il s'agit aussi des grandes forces, des pays développés, des pays qui ont justement cette force-là et ce pouvoir de faire avancer les choses, que ça soit au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'ONU. Donc, on sait bien sûr qu'il y a énormément d'accords commerciaux qui se font au niveau des différents pays, mais ça se passe toujours aux dépens des citoyens et citoyennes qui sont concernés généralement. C'est les ouvriers et les ouvrières, que ce soit dans le privé ou bien dans le secteur informel. Donc, avant d'apporter mon témoignage par rapport à ce fléau, je dirais, de l'exploitation, surtout des femmes, surtout dans le domaine informel, qui pose problème. Je constate que non seulement au niveau du Maroc, mais un peu aussi dans les différents pays où il y a une forte production, surtout dans le domaine du textile. Je tiens à préciser juste que la FLDF, en tant que association féministe, depuis sa création, a œuvré pour la défense et la promotion des droits des femmes et elle a milité contre toutes les formes de discrimination pour faire valoir les droits humains des femmes sans aucune distinction. Et en effet, nous avons mené beaucoup d'actions de plaidoyer. En parallèle, je ne vais pas citer toutes les actions, mais en parallèle d'un travail de proximité, de sensibilisation, il y a un volet aussi important, c'est celui de plaidoyer par rapport au changement de loi, par rapport à l'évaluation des politiques publiques. Et par rapport au premier point, nous avons bien sûr mené ces actions de plaidoyer pour la révision de toutes les lois discriminatoires à l'égard des femmes, notamment le code de la famille,
le code pénal, le code du travail aussi, et nous avons considéré que les droits économiques et sociaux sont une question qui est centrale pour nous au niveau de l'association. C'est pour cela que ces actions de plaidoyer ont ciblé aussi les partis politiques pour la prise en compte des droits économiques et sociaux des femmes dans leur programmes électoraux et bien sûr après bien sûr que les partis le gouvernement soit constitué, donc essayer de faire valoir ces droits non seulement au niveau des lois mais aussi au niveau des politiques publiques, parce qu'on peut avoir des lois parfaites seulement au niveau des lois mais aussi au niveau des politiques publiques, parce qu'on peut avoir des lois parfaites mais s'il n'y a pas des politiques publiques qui prennent en compte l'approche genre et le budget sensible genre pour répondre aux besoins et aux difficultés et aux questions sociales et sociétales qui se posent concernant les femmes, on va pas avancer. Donc c'est dans ce cadre-là où nous avons bien sûr mis le point sur un secteur, le secteur informel, qui est généralement assimilé à des activités marginales ou encore des activités de petite production soumises au secteur formel capitaliste. C'est très important. Parce que là où il y a l'informel, surtout dans les usines de textile, il profite aux grandes sociétés, il profite aussi au capitalisme, si vous voulez. Et avant de vous donner deux cas, moi j'aimerais justement vous parler de deux cas. Donc je pourrais pas donner toutes tous les drames qui ont eu lieu, mais je vais juste parler de deux cas précis. Et avant cela, j'aimerais quand même dire que même si le Maroc a il faut le souligner aussi, ça c'est important, même s'il a enregistré pas mal d'avancées en matière de droits de l'homme, en ratifiant plusieurs conventions, et notamment la CEDAW, en plus, protocole facultatif, ainsi que les différentes conventions, et notamment la Convention des droits économiques et sociaux, adopté la Constitution de 2011 qui garantit l'égalité entre les sexes et le respect des droits économiques, sociaux, civils, culturels, politiques, en plus d'un code quand même du travail qui garantit les droits des travailleurs. Malgré ces avancées-là, il y a eu pas mal d'incidents et là, je me contentais du dernier en date, et celui que vous avez peut-être suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc, bien sûr, il y a eu pas mal d'incidents et catastrophes qui ont démontré qu'il existe toujours des structures à caractère économique qui exploitent les ouvrières et les ouvriers. C'est l'exemple, bien entendu, c'est celui de Tanger, où a eu lieu le drame qui a coûté la vie à 28 personnes. La majorité sont des femmes. Il y avait même des mineurs, donc parmi les victimes. Donc ce drame, il remet au devant de la scène le danger que fait peser les unités de production informelles sur la vie des travailleurs. Cette unité de production est ancienne. Et on va voir après tous les commentaires de la part des médias, mais aussi de la part des autorités. C'est une je dirais pas usine, mais c'est une unité de production ancienne et qui est plantée dans une zone villa où c'est strictement interdit d'y planter des usines. Donc là, comment on peut parler de clandestinité? Moi, je peux pas dire que c'est une usine qui fait travailler une centaine d'ouvriers. Au-delà de celle de Tanger, il y en a sûrement d'autres qui existent. Il y a plein d'ouvriers qui sortent et qui entrent et sortent chaque jour. Donc là, on peut pas vraiment parler de clandestinité. En plus, les ouvrières travaillent dans des conditions inhumaines. Et certaines sont mineures sans aucun respect des lois, même des lois. Il y a des lois qui existent, même des lois en vigueur. Donc voilà, donc que ça soit les salaires, le SMIC, donc il y a plein de droits qui sont bafoués. Donc suite à ce drame, nous en tant qu'association, nous avons réagi juste après par un communiqué. D'abord par un communiqué où nous avons bien sûr dénoncé les abus auxquels dénoncer déjà le drame et les abus auxquels sont exposés les travailleurs en général et les travailleuses dans le domaine
informelles et dans les unités de production, mais aussi dans les propriétés agricoles. Il faut pas oublier, il faut pas juste se limiter des usines ou bien des unités de production. Il y a aussi des femmes ouvrières qui souffrent dans les différents champs et dans les propriétés agricoles. Donc, nous avons souligné que ça soit, par exemple, pour les ouvrières, non seulement les conditions de travail, le transport, il y a eu des femmes qui sont mortes, des ouvrières agricoles, ils ont eu des accidents de route parce qu'il n'y a pas eu le non-respect des nombres enfin, les normes, en fait, les normes qui sont exigées par la loi. Donc, il y a justement, on a dénoncé ça et on a à ce que une enquête soit ouverte et bien sûr définir les responsables sur cette catastrophe. D'un autre côté, brièvement, je vais donner un autre exemple mais plus positif. C'est celui des ouvrières agricoles dans les champs de Huelva en Espagne. Donc, là, dans le cadre d'une instance nationale de coordination des associations féministes, a mené des actions de soutien en faveur des ouvrières saisonnières marocaines dans les fermes de fraises dans la province de Huelva en Espagne. Cette action a permis de mettre en lumière les conditions du travail de ces ouvrières et les différents abus auxquels elles sont exposées, que ce soit au Maroc ou en Espagne. Il faut noter que, bien sûr, que les autorités marocaines, que ce soit le ministère de l'Emploi et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, qu'on appelle chez nous l'ANAPEC, se sont engagés à mettre en place des mesures pour garantir les droits des ouvrières au Maroc et en Espagne. Et ça, c'est un suivi qu'on fait avec ces institutions qui sont nationales, justement, pour voir l'évolution et le respect. Donc, il y a un engagement qui est là de la part des autorités. Donc, je finirai par dire, alors brièvement, je finirai par dire que nous, en tant que mouvement féministe, en tant que mouvement qui aspire à la démocratie, qui aspire au respect des droits et à la dignité des personnes, le droit de dénoncer, le fait de dénoncer, de sortir, de faire des marches, c'est très important. Mais il faut aussi réfléchir à d'autres moyens de coordination entre nous en tant que ce mouvement progressiste pour faire valoir ses droits. Parce que, si vous voulez, l'ennemi est très structuré, c'est le capitalisme. Donc, on a tout à gagner en structurant, en se mobilisant, non seulement pour donner dénoncer, mais pour être une force de proposition, pour faire avancer les choses, que ça soit au niveau des lois, ou bien au niveau des politiques publiques, ou bien au niveau international, l'ONU, les accords qui se font au niveau de l'Union européenne. Il faut avoir une voix forte, une voix qui, si vous voulez, elle mobilise, mais en même temps qui a un impact politique fort. Pour avoir cet impact politique fort, il faut qu'il y ait une coordination forte avec une stratégie bien précise qui va au-delà de la dénonciation